Pour se retrouver à ce stade de la compétition, les Nerazzurri ont fait un presque sans faute comme les Rossoneri. Premier de leur groupe devant l'Ajax, l'OL et Rosenborg, ils ont ensuite terminé second derrière le FC Barcelone, mais devant Newcastle et le Bayer Leverkusen. En quart de finale, ils sont sortis vainqueurs du piège Valencia grâce au but marqué à l'extérieur. Et à cette période, l'effectif de l'Inter est très très fort. On y retrouve des joueurs comme Toldo, Cordoba, Cannavaro, Materazzi, Zanetti, Di Biagio, Almeida, Emre, Dalmat, Morfeo, Sergio Conceição, Recoba, Calon, Crespo, Martins, Vieri. Encore une fois, on n'a pas menti, l'effectif est vraiment costaud. Si cette demi-finale est atypique, c'est aussi parce qu'elle va se jouer dans le même stade, à l'aller comme au retour. Officiellement, c'est l'AC Milan qui reçoit au match aller, et pour cette première manche, Ancelotti récupère plusieurs joueurs. Gattuso et Seedorf sont aptes, en revanche, Pirlo n'est toujours pas remis. La composition est donc classique, Dida dans les cages, Calazze arrière gauche, Nesta Maldini dans l'axe, Costa Curta arrière droit. Mine de rien, le vieux de 37 ans, il arrive toujours à jouer ses matchs. Au milieu, Gattuso et Seedorf accompagnent Brocchi. Au poste de numéro 10, Rui Costa. Devant, on connaît la chanson, Inzaghi et Shevchenko. Sur le banc, Abbiati, Roque Junior, Dario Simic, Fernando Redondo, Serginho, Rivaldo et John Dal Thomasson. Même le banc côté Rossonero, il est vraiment de haute qualité. Bon, attention parce qu'en face aussi c'est costaud, on l'a précisé. Toldo au but, défense à 4 avec Materazzi Cannavaro en charnière centrale, Ivan Cordoba arrière droit, Francesco Coco à gauche. Milieu à 3, Luigi Di Biagio, Javier Zanetti et Emre Belözoğlu. Attaque à 3 également, Sergio Conceição à droite, Alvaro Recoba à gauche et Hernan Crespo en pointe. Par contre, le banc est un peu moins impressionnant. Fontana, Gamara, Vivas, Gouli, Pasquale, Calon et Martins. Le coach interiste, c'est Hector Cúper, qui avait fait 2 finales de Champions League consécutives avec Valencia en 2000 et 2001. Alors, si tout est réuni pour avoir un gros match, on va être déçu. Mais pas qu'un peu. La rencontre est d'un faible niveau technique. Il y a beaucoup trop de tension. Aucun espace. En première mi-temps, à part un tir de Conceição hors cadre et une frappe de Recoba trop molle, on n'a rien à se mettre sous la dent. En seconde période, Rui Costa et Gattuso tentent leur chance, sans succès. Les coachs font des changements, mais rien ne bouge sur le terrain. Les minutes défilent et le même scénario se répète inlassablement. Dans ce contexte, on a compris qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de ce match aller. On se quitte donc sur un triste 0-0. Le seul point positif, c'est que le match retour va être doublement décisif. Si on doit donner un favori avant la seconde manche, on pencherait vers l'AC Milan car ces derniers n'ont pas encaissé de but à domicile. Cas de match nul avec des buts, la place en finale irait donc aux Rossoneri. Un petit avantage, mais au vu du spectacle proposé à l'aller, il est impossible de faire des pronostics. 6 jours plus tard, c'est l'heure du verdict de cette demi-finale. Il y a plus de 85 000 spectateurs présents à Giuseppe Meazza. C'est le français Gilles Vessière qui est au sifflet. Côté Inter, on n'a pas changé grand-chose. Francesco Coco est remplacé numériquement par Cristiano Zanetti. Cordoba prend donc son poste à gauche. Javier Zanetti bascule à droite. Cristiano Zanetti, lui, intègre le milieu à 3 avec Emre et Di Biagio. Pour le reste, tout le monde est présent. Toldo, Materazzi, Cannavaro, Conceição, Recoba, Crespo. Sur le banc, 0 changement. Hector Cúper croit en son groupe. En face, Carlo Ancelotti fait plusieurs changements. Le principal, c'est pour le poste de gardien. Dida est absent. C'est évidemment Abbiati qui le remplace. Titulaire pour tous les matchs sans intérêt, le portier doit sortir son meilleur match. Un gros défi. Pour la défense, c'est du classique. Costa Curta et Calazze arrière latéraux, Nesta Maldini en charnière centrale. Au milieu, Andrea Pirlo revient aux côtés de Gattuso et Seedorf, Rui Costa en meneur de jeu, Shevchenko Inzaghi en pointe. Sur le banc du classique, hormis la présence du troisième gardien, Valerio Fiori. Il n'a pas intérêt à se blesser, Abbiati. Alors, sans être aussi fermé qu'au match aller, on peut pas dire qu'on se régale en tant que spectateur. Les Rossoneri sont plus pressants que l'Inter, mais on peut pas parler non plus de vraie domination. Inzaghi est bien pris, mais il arrive quand même à se montrer dangereux, mais c'est hors cadre. Shevchenko va avoir une belle occasion sur le côté droit avec une belle frappe croisée, mais ça frôle le poteau de Toldo. En fin de première période, les esprits s'échauffent. L'arbitre avertit 4 joueurs en 3 minutes. Rui Costa, Gattuso et Inzaghi côté milanais et Di Biagio côté interiste. On arrive dans le temps additionnel, on se dirige tout droit vers un 0-0 encore bien poussif. Mais la demi-finale, elle va basculer. Clarence Seedorf lance en profondeur Shevchenko sur le côté gauche de la surface de réparation interiste. Au duel avec Cordoba, l'Ukrainien réussit un crochet pour se débarrasser du défenseur. Toldo sort pour récupérer le ballon, mais Shevchenko réussit à placer une frappe du bout du pied droit. Toldo parvient pas à freiner la balle, qui va mourir au fond des filets. 1-0. Shevchenko cerca il dribbling, toglie l'uscita, Shevchenko, rete! Shevchenko, ha anticipato tutti, ha messo dentro!
l'uscita disperata di Toldo non è servita. Grande giocata di Ševčenko, si è liberato sulla sinistra alla sua maniera, è riuscito a controllare la palla e poi è riuscito a battere Toldo con un calcio dal basso in alto. La palla si è insaccata sotto il 7. Spezzato l'equilibrio dunque. Ševčenko. Quarto goal in Champions per lui. Et Rossoneri prennent l'avantage au meilleur moment de cette demi-finale. Il faut désormais que l'Inter marque 2 fois sans encaisser de but pour se qualifier. C'est un but qui change tout. Conscient qu'il doit prendre des risques, Kuper va décider de sortir Recoba et Di Biagio pour faire entrer Stéphane Dalmat et Obafemi Martins. Un choix offensif, mais qui va pas donner grand-chose immédiatement. Il y a bien une frappe de Javier Zanetti à l'entrée de la surface milanaise, mais Abbiati est bien placé. Peu après l'heure de jeu, Ancelotti sort Rui Costa pour Ambrosini. Le message est clair, tenir ce 1-0. Quelques minutes plus tard, Kuper abat sa dernière carte en faisant entrer Calonne à la place de Crespo, histoire de donner un peu plus de vitesse. L'Inter continue de dominer stérilement, il n'y a pas de grosse occasion. Il reste 10 minutes de jeu. Inzaghi, pas dans un grand soir, laisse sa place à Serginho. L'idée est de profiter des espaces laissés par l'Inter. On arrive à la 84e minute de jeu. Ballon aérien à l'entrée de la surface de réparation milanaise. Au duel avec Obafemi Martins, Maldini juge mal la trajectoire de la balle. Le Nigérian en profite pour récupérer le ballon et ajuster Abbiati qui sortait à sa rencontre. Un partout. C'è Martins appostato. Attenzione Maldini, Martins scatta, Martins, rete! Martins, incredibile! Come detto, in un attimo si riapre tutto, le capriole di Martins, incredibile! Un gol quasi simile a quello di Ševčenko con Martins che ha rubato il tempo a tutti. La difesa del Milan stavolta ha dormito su questa palla, mia tua non l'ha presa nessuno, è arrivato velocissimo Martins che, ecco rivediamola, la palla alta era abbastanza facile. Doveva saltare. Bruciato Maldini. Sì. Le match est totalement relancé. Un nouveau but de l'Inter et c'est l'AC Milan qui prend la porte. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Kaladze prend un carton jaune. Ancelotti sort Pirlo pour mettre un profil plus défensif. Christian Broghi, il faut absolument tenir. Quelques instants plus tard, Calonne est décalé sur le côté droit de la surface milanaise. Au duel avec Kaladze et Maldini, le numéro 3 interiste tente une frappe. Mais Abbiati est vite sorti. La trajectoire de la frappe finit en centre pour Martins, mais le Nigérien ne peut reprendre le ballon. L'AC Milan a eu très chaud. L'Inter vient de louper l'occasion idéale pour accrocher la victoire. Il ne se passera plus rien. L'arbitre Gilles Vessière siffle la fin du match sur ce résultat nul 1 partout, synonyme de finale pour l'AC Milan. Au terme d'un scénario à suspense, les Milanais reviennent en finale de Champions League. 7 ans après leur dernière finale perdue face à l'Ajax d'Amsterdam de Clarence Seedorf. L'émotion est forte chez les tifosi rossoneri car cette qualification est historique. Éliminer le grand rival en demi-finale de la plus grande compétition européenne, ça a une saveur particulière. Mais en Champions League, tant qu'on n'a pas le trophée en main, il vaut mieux pas trop se réjouir. Il y a d'abord une finale à gagner, et encore une fois, la tâche va être particulièrement complexe pour cette finale de Champions League 2002-2003. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit du champion d'Italie, la Juve. Après le Slovan Liberec, le Deportivo La Corogne, le FC Bayern Munich, le RC Lens, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, le Lokomotiv Moscou, l'Ajax Amsterdam et l'Inter, les Milanais doivent battre la Juventus Turin pour remporter cette fameuse Champions League 2002-2003. On vient de le dire, la Juve est championne d'Italie en titre et vient de remporter le Scudetto. La vieille dame a fini première de son groupe devant Newcastle, Dynamo Kiev et le Feyenoord au premier tour. Puis elle a fini derrière Manchester United, devant le FC Bâle et la Corogne au second tour. Mais le plus gros exploit des Turinois est d'avoir sorti le FC Barcelone en quart de finale et le Real Madrid en demi. 2 performances qui vous situent le niveau de la Juve 2002-2003. Un coup d'œil sur l'effectif vous fera également comprendre que cet effectif a tout pour gagner le trophée. Buffon, Ferrara, Giuliano, Montero, Tudor, Thuram, Pesotto, Birindelli, Zambrotta, Tacchinardi, Conte, Davids, Oliveira, Camoranesi, Nedved, Di Vaio, Zalayet, Salas, Trezeguet, Del Piero. Une vraie concentration de top players cette Juve. L'entraîneur de l'époque, c'est l'iconique Marcello Lippi. La finale va se jouer dans un des temples du football, le stade de Manchester United, Old Trafford. Pour cette finale, Carlo Ancelotti a presque tout son effectif.
Il y a juste Dario Simic et John Dal Thomason qui sont absents. Vainqueur de l'AS Roma 4-1 en finale à aller de Coppa Italia 8 jours auparavant, les Milanais ont le moral gonflé à bloc. Logiquement, on connaît Carlo, il va pas inventer une composition pour essayer de déstabiliser l'adversaire. On fait un petit coucou à Pep Guardiola. Il va faire du classique. Nelson Dida est de retour pour cette finale. La charnière Alessandro Nesta, Paolo Maldini est de sortie. Kaka Berkaladze, arrière gauche. Et c'est Alessandro Costa Curta, arrière droit. Toujours là, ce bon vieux Billy. Au milieu, c'est le fameux Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf. En meneur de jeu, Manuel Rui Costa. Devant, Filippo Inzaghi, Andrei Shevchenko. Le meilleur 11 possible. Sur le banc, Christian Abbiati, Roque Junior, qui a toujours pas joué depuis le tour préliminaire, Martin Lorsen, Serginho, Christian Brocchi, Massimo Ambrosini et Rivaldo. En face, la Juventus a un vrai problème. Un de ses meilleurs joueurs, si c'est pas le meilleur, Pavel Nedved, est suspendu pour cette finale. Sans son maître à jouer tchèque, le coach Marcello Lippi est obligé de trouver une solution. Il ne va pas révolutionner son 11, il va opter pour un 4-4-2 avec deux milieux excentrés. Gianluigi Buffon est au cage, défense à 4 bien rugueuse à souhait, Paolo Montero à gauche, charnière centrale Ciro Ferrara, Igor Tudor, et sur le côté droit, Lilian Thuram. On souhaite bon courage aux chevilles des joueurs milanais. Au-delà de la blague, ce quatuor défensif est bien dur sur l'homme et c'est particulièrement difficile de les prendre à défaut. Au milieu, un double pivot très complémentaire avec Alessio Tacchinardi et Edgar Davids. Sur les ailes, Gianluca Zambrotta à gauche, Mauro German Camoranesi à droite. Enfin, le duo Trezeguet Del Piero en attaque. Le 11 est quand même sacrément compétitif, même sans Nedved. Sur le banc, on retrouve Antonio Chimenti, Marc Giuliano, Gianluca Pesotto, Alessandro Birindelli, Antonio Conte, Marcelo Zalaeta et Marco Di Vaio. Dès les premières minutes, le ton est donné. Grosse intensité physique et le ballon est laissé aux Milanais. Mais ça manque de justesse dans le dernier geste. 7e minute de jeu, Inzaghi est accroché par Tudor dans la surface turinoise, l'arbitre fait signe de jouer. La minute suivante, Rui Costa est à 30 mètres. Le numéro 10 décale bien Inzaghi sur le côté gauche, lancé dans la surface, l'Italien centre en retrait vers Shevchenko, l'Ukrainien contrôle du pied gauche et enchaîne avec une frappe du même pied. Sa frappe à ras de terre est un parade pour Buffon, 1-0. All'allungo, Rui Costa. Lui ci riesce anche perché c'è spazio. Poi Inzaghi prova ad accentrarsi, Inzaghi mette in mezzo. Shevchenko, attenzione, sinistro, deviato, rete, Shevchenko, ma attenzione, c'è l'assistente che segnala qualcosa. Il gol è annullato. Attenzione, colpo di scena all'8° minuto. Attenzione, ha visto forse un fuorigioco, rivediamo, il tocco per Inzaghi. Largo, c'è Shevchenko che chiama palla, gli arriva in qualche modo, c'è un giocatore davanti a Buffon, attenzione, Inzaghi, vedete il tiro di Shevchenko era... E qui è difficile stabilire. Costa, ma difficile stabilire se sia stato influente o no, vecchio discorso. Sì, Ricosta era quasi davanti a Buffon, non copriva completamente la visuale, però Shevchenko stava arrivando in quella direzione. Sono situazioni molto ambigue. Eh ben non, l'arbitre de touche siffle hors jeu. Au moment de la frappe de Shevchenko, il y a Inzaghi et Pirlo qui font action de jeu. Les deux sont derrière la ligne de hors-jeu, le but est donc refusé. Un ascenseur émotionnel pour Shevchenko qui avait déjà commencé à fêter son but. Toujours 0-0. Malgré ce coup de chaud, les Turinois vont peiner à réagir. Il y a bien un centre de Thuram vers Trezeguet qui donne une tête hors cadre, mais c'est quand même assez maigre. Au contraire, les Rossoneri appuient sur l'accélérateur. Inzaghi place une tête à bout portant sur un centre de la droite, Buffon sort un arrêt réflexe de haut niveau. Quelques minutes plus tard, Rui Costa manque le cadre à l'entrée de la surface. Même Kaladze tente sa chance côté gauche à 20 mètres. Et Buffon est vigilant. Juste avant la pause, Igor Tudor sort sur blessure, c'est Birindelli qui prend sa place. Montero repasse dans l'axe avec Ferrara. À la mi-temps, le score de 0-0 est bien payé pour la Juve. Marcello Lippi va faire un nouveau changement à la pause. Antonio Conte qui rentre à la place d'Alessio Tacchinardi. Et quelques minutes après son entrée, Antonio Conte est tout proche de marquer le but du 1-0 sur un centre de Del Piero. Mais sa tête s'écrase sur la barre transversale de Dida. Le rythme commence à retomber, les équipes ont plus peur d'encaisser un but que d'en marquer. À la 65e, David sort pour Zalaeta, un choix sacrément offensif de la part de Lippi. Ancelotti de son côté sort Costa Curta pour laisser entrer Roque Junior. Dans les 20 dernières minutes, Serginho rentre à la place de Pirlo. 75e minute, Seedorf déborde sur le flanc gauche, le Hollandais centre vers Inzaghi au point de pénalty.
mais Montero dégage en catastrophe. 87e minute, Rui Costa laisse sa place à Ambrosini. Ça veut dire que Rivaldo ne rentrera pas en jeu. Sans surprise, aucune équipe ne trouve l'ouverture. On va donc passer par l'étape des prolongations. Et à l'image de la seconde période, on s'ennuie fort durant cette prolongation. Peu de risques pris, de la fatigue, de la maladresse, de la tension. Bref, on se régale pas du tout. Et comme personne ne parvient à prendre le dessus sur son adversaire, on va être obligé de décider cette finale de Champions League au tir au but. Et c'est la Juve qui va tirer en premier. C'est David Trezeguet qui prend ses responsabilités. Le Français prend sa course d'élan et frappe au centre. Dida avait bien senti le coup. Le gardien milanais stoppe la tentative du numéro 17 Bianconero. Allora, Trezeguet contro Dida. Curva Juve, fa da sfondo. Dida passeggia piano piano, poi si sistema sulla linea. Rincorsa lunga di Trezeguet. Primo duello, parte Trezeguet, attenzione, tiro, Dida! Incredibile! Primo miracolo. C'est au tour de Serginho de tirer. Le numéro 27 Rossonero est un habitué de l'exercice. Sans trembler, le Brésilien prend à contre-pied Buffon. 1-0 pour l'AC Milan. Buffon è già pronto. Guarda l'avversario. Serginho evita lo sguardo. Rincorsa leggermente decentrata rispetto a Trezeguet dall'altra parte perché lui tirerà di sinistra. Attenzione. Stessa lunghezza. Parte Serginho, sinistro e rete. Serginho non sbaglia. Anche lui non guarda Buffon, guarda per terra, guarda il pallone per calciarlo preciso come vuole, imprendibile da quella parte, forte, abbastanza alto ed angolato. On enchaîne avec Alessandro Birindelli. Le défenseur s'élance et place une frappe à mi-hauteur côté gauche. Dida part du mauvais côté, la Juve recolle au score. Attenzione adesso a Birindelli. Birindelli potrebbe anche calciare forte, deciso nel mezzo, potrebbe anche non piazzare la palla, ma sicuramente calcia di forza. Dida si è girato, rincorsa più breve per Birindelli, il destro ed è rete. Dritto per dritto, Birindelli difficile che piazzi il pallone, Dida si è mosso questa volta sul suo palo sinistro. Le prochain tireur pour l'AC Milan, c'est Clarence Seedorf. Alors sans être un habitué de l'exercice, il fait quand même partie des meilleurs tireurs de son équipe. Le Hollandais place un tir à terre côté gauche, Buffon anticipe bien et sort le ballon. Un partout. Seedorf contro Buffon. Seedorf sistema il pallone con cura mentre Buffon è già pronto come prima. Tutti in tensione, vediamo la rincorsa di Seedorf. Opta per una rincorsa abbastanza angolata e lunga. Passi brevi, Seedorf, tiro, Buffon, incredibile miracolo! Qui era difficile la parata. Anche Seedorf non ha guardato il portiere, è andato deciso, aveva già in mente il palo alla destra di Buffon, ha calciato forte, non è un brutto rigore questo, ma Buffon è andato con tempo, ha spinto con le gambe. Tout est à refaire. La Juve envoie Marcelo Zalaïeta comme troisième tireur. Le buteur uruguayen est plutôt un habitué des pénaltys. Si sa course d'élan n'est pas très franche, sa frappe est cadrée côté gauche. Seul problème, Nelson part du bon côté. Le portier sort la frappe du numéro 25 Bianconero. Tocca a Zalageta. A questo punto siamo 1-1 dopo 2 rigori per parte. Perfetto equilibrio. Zalageta contro Dida. Sembra tranquillo Dida. Lunghissima la rincorsa, lunghissima. Zalageta. Parte la rincorsa, tiro, Dida! Ha intuito! Nessuno guarda il portiere anche questa volta. Zalageta è partito con la rincorsa, deciso di calciare forte, dritto per dritto, ma la palla se va calciata così deve essere calciata abbastanza alta sotto la traversa, non a raso terra. Dida si è lanciato sulla sua destra, ma è stato colpito dalla palla, non l'ha presa lui. Vient le tour de Kakaber Kaladze. Pas vraiment dire que le Géorgien est un expert dans le domaine des pénaltys, mais courageusement, le numéro 4 Rossonero prend son élan. Sa frappe en plein centre est déviée par le pied de Buffon sans franchir la ligne. Toujours un partout. Adesso è Kaladze che proverà a riportare in vantaggio il Milan. Kaladze contro Buffon. Essere in vantaggio dopo 3 rigori sarebbe un vantaggio importante per il Milan. Rigore pesante per Kaladze. Guarda il portiere. Rincorsa più breve la sua. Tira col sinistro anche lui. Kaladze, tiro e Buffon! Si salva! Optano tutti per la soluzione forte, calciata dritto per dritto, è difficile piazzarla, bisogna avere proprietà tecnica e grande lucidità.
questa volta Buffon è andato dalla parte giusta, è stato anche fortunato, Calazzi ha calciato non in maniera angolata, in mezzo, è riuscito con i piedi, con reattività, alzando la gamba destra a trovare il pallone. C'est au tour d'un autre Uruguayen pour la Juve, Paolo Montero. Encore un joueur peu à l'aise sur ce type de phase de jeu. Le défenseur prend son élan et tire comme Trezeguet au centre, un peu mollement. Dida, dans un grand soir, ne laisse pas passer l'occasion. Il sort le penalty. Le troisième en 4 essais Turino. E adesso è Pablo Montero. Attenzione. Tiro di Montero. Dida ancora! Incredibile. Non si fidano a piazzare la palla, calciano forte nel mezzo, sperando che qualcuno gliela mandi poco. Côté AC Milan, on envoie tirer Alessandro Nesta. Décidément, il n'y a que des défenseurs dans cette séance de tir au but. Le numéro 13 s'élance et place une frappe cadrée sur la droite de Buffon. Le gardien part du bon côté, mais il est trop court pour sortir le ballon. 2-1 pour l'AC Milan. È pronto adesso dal dischetto Nesta. Vediamo Nesta. Se porta in vantaggio il Milan. Nesta, destro ed è rete! Rete, Nesta! Non sbaglia Nesta! Freddo e lucido, questa volta ha angolato la palla, Buffon ci è arrivato vicino, non ha calciato molto forte Nesta, l'ha alzata però e ha messo fuori causa Buffon. Si Alessandro Del Piero manque sa tentative, ce sont les Milanais qui remportent la finale. Bon, là, on a un vrai tireur de pénaux et ça va vite se voir. Sans trembler, il Pinturicchio prend Dida a contre-pied. Attenzione, una responsabilità terribile per Del Piero. Dida è rimasto fuori dalla porta fino all'ultimo. È arrivato adesso. Attenzione. Parte Del Piero, destro e non sbaglia. Del Piero non sbaglia. Grande freddezza, ha accorciato il passo, è arrivato vicino alla palla, poi ha dato uno sguardo leggero e ha messo fuori causa Dida qui era partito sulla sua destra. La Juve n'est pas encore morte. Cependant, si le dernier tireur milanais inscrit sa tentative, c'est terminé. Mais qui va prendre ses responsabilités? Paolo Maldini? Filippo Inzaghi? Andrei Shevchenko? Gennaro Gattuso? Massimo Ambrosini? Roque Junior? Ou même Dida? Bon, s'il y avait un doute entre Shevchenko et Inzaghi, c'est bien le numéro 7 ukrainien qui va se charger de transformer ce penalty ô combien important. Shevchenko pose son ballon, il regarde plusieurs fois l'arbitre pour attendre son feu vert avant de tirer. Il regarde pas le ballon. Il jette un regard vers Buffon, un dernier regard vers l'arbitre et c'est parti. L'Ukrainien s'élance, il ouvre son pied droit au dernier moment. Buffon part à gauche alors que le tir de Shevchenko est à droite. Le contre-pied parfait. 3-2. Quindi il match point è per Shevchenko. Allora, tutti in piedi naturalmente col fiato sospeso. Se Shevchenko segna, il Milan ha vinto. Se sbaglia si va avanti ad oltranza. Attenzione. Tutto sospeso in attesa del tiro di Shevchenko. Ci si gioca tutto qua. Shevchenko contro Buffon. Merck controlla, può partire. Shevchenko, tiro ed è rete! 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 Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia! L'AC Milan remporte la Champions League 2002-2003. Au terme d'une finale décevante, mais riche en suspense, les hommes de Carlo Ancelotti sont sacrés champions d'Europe. Une énorme performance pour une équipe qui revenait en Champions League au mois de septembre dernier. Grâce à des joueurs incroyables, un coach inspiré et un état d'esprit irréprochable, cet AC Milan 2002-2003 a marqué l'histoire de la Coupe d'Europe. De Shevchenko à Maldini, en passant par Inzaghi, Dida, Gattuso, Seedorf, Nesta, Rivaldo, Pirlo, Calazze ou encore ce bon vieux Costa Curta, le Milan 2003 restera comme une équipe sacrément talentueuse, diablement réaliste et dotée d'un sang-froid incroyable. 40 ans après le sacre de l'AC Milan et de son capitaine de l'époque, Cesare Maldini, en Coupe d'Europe des clubs champions, c'est son fils Paolo qui va soulever la 6e Ligue des champions du club milanais. Un joli clin d'œil de l'histoire. Si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas à nous le faire savoir. Mets-nous une petite étoile ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, c'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer.